Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour suivre l'actualité de ce vendredi 6 juillet. À la une marche pour dénoncer le crime commis à Chikoni contre Saïndou Samba. Au lendemain des résultats de l'autopsie qui ont confirmé une mort par strangulation, la population est descendue dans la rue. Elle demande que toute la lumière soit faite dans cette affaire. On reparlera dans ce journal de la loi Asile-Immigration. Après l'adoption il y a quelques semaines des amendements des sénateurs Tani et Abdallah, le parlementaire de la République En Marche a tenu une conférence de presse ce vendredi. Nous l'entendrons sur ce sujet tout à l'heure. Et puis le bac et les dernières épreuves de rattrapage qui ont eu lieu aujourd'hui au lycée de Mamoudzou. Plus de 600 candidats ont passé leurs oraux ces jeudi et vendredi. Pour commenter les résultats de cette session 2018 et pour faire le bilan de l'enseignement à Mayotte ces 4 dernières années, Nathalie Costantini, vice-recteur de Mayotte, est notre invitée. La politique et le sénateur Tani qui a tenu une conférence de presse ce vendredi à Mamoudzou. L'occasion pour le parlementaire de faire le point d'une part sur les différents amendements concernant le droit du sol à Mayotte et d'autre part d'évoquer la crise diplomatique franco-comorienne avec en toile de fond le blocage des expulsions des immigrés clandestins. Retour sur cette conférence de presse avec Hachim Saïd Hachim. Restreindre le droit du sol aux enfants nés d'au moins un parent en situation régulière, c'est une proposition défendue par le sénateur Tani Mohamed Soali. Les amendements ont été intégrés dans la loi Asile et Immigration, mais mercredi dernier, lors de la commission mixte paritaire, députés et sénateurs ne sont pas parvenus à un accord. La commission mixte paritaire n'a pas abouti, elle n'a pas été conclusive, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va repartir pour une lecture supplémentaire à l'Assemblée nationale puis au Sénat, et il y a une forte chance pour que dans cette lecture, les amendements droit du sol de Mayotte intègrent le texte de la commission dès l'Assemblée nationale. En commission mixte, les parlementaires ont trébuché sur le point concernant l'aide médicale de l'État. La droite voudrait aide médicale d'urgence uniquement, alors que la gauche veut le maintien du système actuel. Mais vous le savez, nous n'avons pas d'aide médicale du tout, malgré la demande unanime de tous les élus. Donc c'est une pierre d'achoppement qui ne nous intéresse qu'indirectement, même si elle a fait échouer la commission mixte paritaire. Dans cette conférence de presse, le sénateur Tani Mohamed Soali s'est également prononcé sur la situation de blocage avec le gouvernement comorien sur le problème des expulsés. Aujourd'hui, il faudrait de nouvelles mesures de rétorsion pour débloquer la situation. Il y a la solution des avoirs. Nous avons beaucoup de liens, que ce soit des liens commerciaux, des liens monétaires avec les Comores. Donc moi, je suis demandeur pour monter d'un cran dans les relations avec les Comores pour qu'ils récupèrent leurs concitoyens expulsés de Mayotte. Le combat du sénateur continue. La loi Asile-Immigration sera examinée en deuxième lecture dès la fin du mois de juillet à l'Assemblée nationale et en septembre au Sénat. Peu de monde mobilisé à la place Socotram sur le front de mer de Chikoni pour cette marche en hommage à Saïndou Samba, mais l'émotion est vive surtout quand la petite centaine de personnes arrivent devant le domicile du défunt dont l'autopsie a révélé une mort par strangulation. Pour le collectif à l'origine de l'appel de la marche, il est temps que l'État et les Mahorais prennent leurs responsabilités. Dans la ligne de mire de leurs différentes expressions, l'immigration clandestine et son lot de violence. À La Réunion, cet événement, une plaque en hommage à l'ancien président du Conseil général, Younoussa Bamana, a été dévoilée cet après-midi à Saint-Denis. À l'initiative de la mairie de la capitale, il s'agit ici d'une plaque commémorative installée sur place située dans le quartier Bas-de-Rivière à Saint-Denis. Ces images sont signées ici Sufati Tumboudani. L'Union des Comores célèbre ce vendredi son 43e anniversaire de l'indépendance dans un climat politique tendu. Le gouvernement du président Azali a convoqué pour le 30 juillet un référendum pour un changement de constitution qui pourrait lui permettre de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2029. Un référendum décrié par une partie de l'opposition. Reportage Hakim Ali Saïd et Ibrahim Youssouf. À la
la tête de l'État depuis 2 ans, Azali Assoumani aimerait continuer à présider la destinée des Comores jusqu'à l'horizon 2030. Fort des conclusions des assises nationales tenues en début d'année, l'homme fort de l'archipel a appelé le corps électoral à un référendum constitutionnel le 30 juillet prochain. La réforme vise entre autres à lui permettre de rester au pouvoir au-delà de 2021, date à laquelle le principe de la présidente tournante lui impose de remettre le pouvoir à un originaire de l'île d'Anjouan. L'opposition dénonce les conditions d'organisation du référendum. L'Union africaine, qui ne voit pas d'un bon œil le scrutin référendaire, appelle à un dialogue national. L'organisation du scrutin, c'est une décision souveraine. Donc l'État a la possibilité de le faire, comme l'a si bien dit le président de la Commission de l'Union africaine. Ceci étant, si nos frères de la société civile ou de l'opposition ou de la diaspora ont des réflexions à ce sujet, nous sommes tout à fait ouverts à aménager les uns et les autres. Le maintien du référendum à la date du 30 juillet cristallise les passions et les tensions. L'opposition appelle le président Azali à revoir sa copie et son initiative de se maintenir au pouvoir au-delà de 2021. Et nous espérons que de bons conseillers vont lui faire raisonner et vont lui faire revenir à la position de retrouver tous les Comoriens de l'opposition, de la société civile et bien sûr de la mouvance présidentielle pour que tout le monde retrouve la table de négociation. Longtemps soumise à des soubresauts politiques, depuis le temps des mercenaires, l'Union des Comores a retrouvé une stabilité institutionnelle relative depuis 2001, date à laquelle a été institué le principe de la présidente tournante. La révision constitutionnelle annoncée risque de changer la donne. Une fête de l'indépendance endeuillée cette année par ce nouveau drame de Kwassa sur la route de l'immigration par voie maritime à destination de Mayotte. 3 enfants d'une même famille tanzanienne sont morts noyés ce matin entre la Grande Comore et Moïli dans le chavirage de leur Kwassa qui devait transiter par Anjouan. L'embarcation ne transportait que les membres d'une même famille avec les passeurs. Le père, la mère et un de ses 4 enfants ont survécu au drame, mais les 3 autres enfants, âgés de 2, 9 et 11 ans, sont donc morts noyés. Les 2 passeurs ont réussi à prendre la fuite une fois secourus par des pêcheurs. Ce sont les mauvaises conditions de mer avec les alizés qui soufflent énormément en cette période qui expliqueraient ce drame maritime. Le bac et les épreuves de rattrapage qui se sont poursuivies toute la journée au lycée Younous Abamana. Quelques 600 élèves venus des différents établissements de l'île ont passé des oraux pour tenter de rattraper les points qui leur manquaient pour obtenir la moyenne. Débuté ce jeudi, comme vous pouvez le voir sur ces images que nous avons tournées hier, les épreuves se sont terminées en fin de journée. Les résultats sont attendus demain. Et comme annoncé en titre, nous recevons ce soir le vice-recteur de Mayotte, Nathalie Costantini. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous confirmez, les résultats des épreuves du second groupe seront publiés demain? Oui, tout à fait. Nous finissons ce baccalauréat demain en même temps que la métropole. Alors, une tendance se dégage-t-elle par rapport à ces rattrapages Écoutez, ce qui est... Par rapport aux oraux, je ne peux pas vous dire, puisque les choses ça va très vite, le deuxième groupe d'épreuves, donc on a les informations que vraiment au dernier moment. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la tendance, elle montre que le niveau augmente à Mayotte, puisque nous avons 210 mentions très bien et bien cette année, avec des mentions très bien dans la voie professionnelle, la voie technologique et la voie générale. Donc ça montre quand même qu'il y a une augmentation du niveau. En revanche, je crois qu'on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Après 2 mois de blocage, on se rend compte que malheureusement, on a certains jeunes qui sont allés au rattrapage alors qu'ils auraient pu avoir le bac du premier tour, et d'autres qui auraient pu bénéficier du deuxième groupe d'épreuves et qui malheureusement seront obligés d'attendre une année supplémentaire. Et on pourrait s'attendre, avec les résultats du second groupe qui seront donc communiqués demain, un meilleur résultat par rapport au premier groupe. On sait que en bac technologique et général, ça a baissé par rapport à l'année dernière. La tendance pourrait s'inverser demain? Si vous voulez, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui vont rattraper un certain nombre de points et qui vont avoir leur baccalauréat, mais globalement, on aurait pu avoir de meilleurs résultats parce que
même ces jeunes qui sont au rattrapage, certains d'entre eux n'auront pas vu certaines parties du programme et auront été mis en difficulté par cette année qui a été très très chaotique. Alors, chaotique, mais de bonnes nouvelles, comme vous avez dit, plus de mentions. Oui. La note, la plus forte note cette année Écoutez, notre major du baccalauréat a 20 de moyenne. 20 sur 20. Voilà, 20 sur 20. Donc, alors, bien sûr, il y a le jeu des options aussi, hein, mais je crois que vraiment, il faut que vous ayez confiance dans vos enfants parce que, voilà, on a un 20 de moyenne au baccalauréat. On a aussi 30 jeunes qui ont été retenus pour les oraux des grandes écoles, Sciences Po Paris, Sciences Po Lille, HEC, l'INSA Lyon, les écoles de commerce. Et je crois vraiment qu'on est en train d'arriver à un tournant dans la scolarité. Maintenant, tout le système est construit. Et je crois qu'on a là des jeunes qui sont capables de prendre les postes qu'on attend qu'ils prennent pour continuer la structuration de leur territoire. Alors, cette 4e année au poste de vice-recteur de Mayotte est votre dernière année scolaire à Mayotte, oui, puisque vous allez nous quitter pour d'autres cieux. Un bilan, quel bilan dressez-vous sur ces 4 années passées ici à Mayotte, sur l'enseignement? Alors d'abord, je voudrais dire que ce bilan, ce n'est pas un bilan individuel, même si je prends toutes les responsabilités de ce qui s'est bien fait, mais de ce qui s'est mal fait aussi. Je crois que c'est une équipe qui a été à disposition du territoire. On était venu là pour ça. Le bilan, c'est des ouvertures sur des chantiers auxquels on n'aurait pas pensé. Je parle de la restauration scolaire, par exemple. Je pense que ça, c'est une très, très belle réussite. C'est aussi une réflexion sur la notion de service aux familles. Et je pense que la restauration scolaire, c'est une réflexion aussi sur les crèches, sur les centres de loisirs, sur tout ce qui est lié à l'apprentissage au sens large. C'est-à-dire que l'éducation, c'est à la fois le fruit d'un travail ou d'une rencontre avec la famille, mais aussi avec des enseignants, avec des éducateurs. Et puis c'est aussi le temps de sportifs où des animateurs éduquent aussi et participent de cette construction de nos jeunes. Je crois maintenant qu'à Mayotte, on a la totalité de ces temps scolaires, extrascolaires, périscolaires, et qu'il revient maintenant à mon successeur de poursuivre le travail parce que je pense que partout, la continuité du service est importante, mais je pense qu'à Mayotte encore plus qu'ailleurs. Merci, Madame le vice-recteur, d'avoir accepté de nous accorder cette dernière interview de mandat de vice-recteur. Bonne continuation à vous. Merci, et je voudrais juste dire un mot, Rahachiri. Merci. Un portrait dans ce journal, celui des jeunes entrepreneurs en pâtisserie sortis tout droit de la commune de Sada. Elles ont lancé leur activité il y a tout juste 1 an et vendredi dernier, elles ont remporté le concours talent régional de la boutique de gestion dans la catégorie dynamique rurale. Pour vous présenter l'entreprise John et Okamas, je vous propose de suivre le reportage de Génial Atoumani et Géraldine Louis. Sur leur page Facebook, on peut y voir leurs gâteaux, cupcakes et autres gourmandises. Même les fans de foot y trouvent leur bonheur. Derrière ces réalisations, Roania, 31 ans, et Aïna, 29 ans, que nous retrouvons dans leur atelier de Mangajou en plein préparatif. Une pièce montée doit être livrée ce jour-là avant 19 h. Je vais commencer par préparer ma meringue qui est en train de tourner ici et je vais ajouter le beurre et laisser tourner pour faire la crème au beurre. L'aventure John et Okamas commence fin 2016 avec un capital initial de 3 000 €. L'aînée, ancienne professeure d'anglais, et sa cadette, chef produit chez Veolia à Londres pendant 2 ans, plaquent tout pour monter leur propre entreprise de pâtisserie. Un véritable challenge pour ces jeunes femmes qui n'ont aucune formation à la matière. Elles nous avouent même que les tutos sur le net les ont beaucoup aidées. C'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis toute jeune, depuis l'âge de 11-12 ans. Et puis, finalement, je me suis orientée vers autre chose, mais ça m'est resté quand même. Et puis l'envie n'est jamais vraiment partie. Et puis, un jour, on se dit, pourquoi ne pas tenter ? C'était pas du tout dans mes aspirations professionnelles. Mais ensuite, ma sœur m'a proposé ce projet-là que j'ai trouvé intéressant, et puis j'avais envie
de tester l'entrepreneuriat, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais alors, est-ce difficile de travailler avec sa sœur? Oui et non, ça dépend des jours. Des difficultés, ça c'est sûr qu'on en a tout le temps, des difficultés au niveau de l'approvisionnement, des difficultés parce que on ne trouve pas forcément ce dont on a besoin, qu'il faut le faire venir et que les clients ils sont plutôt dernière minute, donc c'est difficile de pouvoir des fois satisfaire les gens par rapport à ce qu'ils demandent, surtout au niveau de la déco. Des difficultés aussi par rapport à la gestion de l'entreprise, à la gestion d'une entreprise quelconque aussi, parce que c'est un métier, ça s'apprend et on est en plein dedans. Après seulement 1 an d'activité et près de 40 000 € investis dans leur affaire, difficile encore pour les sœurs Kamardine de se faire un salaire tous les mois. Mais pour l'instant, le carnet de commandes est plein jusqu'à fin août. Si tout va bien, elles ouvriront un salon de thé toujours à Mangajoux avant la fin de l'année, avec pourquoi pas des ateliers d'apprentissage pour ceux et celles qui le souhaitent. Ça m'a l'air bon tout ça. Voilà tout pour l'actualité de ce vendredi. Je vous rappelle qu'une marche en hommage à Saïndou Samba a été organisée cet après-midi à Chiconi. Les manifestants qui ont participé à cette mobilisation ont notamment interpellé l'État sur le fléau de l'immigration clandestine et de ses conséquences néfastes dans le département. Pour rappel, l'autopsie a révélé que la victime a perdu la vie par strangulation. L'enquête se poursuit. Merci pour toute l'attention accordée à tous nos journaux durant cette semaine. Dans un instant, vous serez avec Darwesh Daou pour le journal en maoré. À 20h50, vous pourrez suivre le deuxième huitième de finale qui opposera le Brésil et la Belgique pour le compte de la Coupe du Monde en Russie. Pour rappel, le vainqueur de ce match rencontrera la France en demi-finale mardi prochain, à suivre une nouvelle fois sur la première, bien évidemment. Excellent week-end à tous sur nos 3 médias. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 19h, pour de nouvelles informations.